All rise, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Miss Dimitri, you have the floor. Maître Dimitri, vous avez la parole. Honorable juge, l'accusation a demandé à cette Chambre d'imposer une peine totale de 22 ans d'emprisonnement à M. Yekatom en cas de déclaration de culpabilité. Le représentant légal commun des victimes des autres crimes a proposé 30 ans pour les crimes reprochés, à l'exclusion de la conscription, l'enrôlement et l'utilisation des enfants soldats tels qu'allégués. Pour le chef 29, le représentant légal des victimes 1 a suggéré une peine d'emprisonnement distincte de 20 ans sans pour autant l'étayer dans son mémoire. Il a proposé une peine encore moindre hier, alors qu'il a passé la quasi-totalité de son temps à affirmer à tort que le greffe n'aurait pas dû demander ni fait des copies des cartes d'identité des témoins de la défense relevant de l'article 68.2 lorsqu'il a mené la certification. Si nous reconnaissons que la peine doit être individualisée, sans pour autant bénéficier des directives et des tableaux pour la détermination de la peine, comme c'est le cas dans de nombreuses juridictions intérieures, l'équité et le caractère approprié de la peine doit être doit être évalué par rapport aux peines imposées dans d'autres affaires devant le tribunal. Ceci sert de baromètre de facto et fournit un cadre objectif de comparaison, contrairement à la jurisprudence des juridictions nationales. Par conséquent, nous vous demandons, honorable juge, d'ignorer la comparaison de l'accusation hier lorsqu'il a fait référence à une peine d'emprisonnement à vie imposée par les juridictions nationales pour un seul chef de meurtre. Bien sûr, il doit y avoir un seuil et la question centrale qui se pose est de savoir où se situent les faits de la cause de M. Yekatom dans ce baromètre des peines imposées par la présente Cour. Honorable juge, vous avez eu l'avantage unique de disposer d'une expérience de première main s'agissant des faits et des différentes affaires jugées par la présente Cour. Nous vous demandons de tirer parti de cette expérience pour évaluer si les actes et le comportement allégués attribués à M. Yekatom, même s'ils étaient examinés sous leur jour le plus favorable, justifie des peines comparables ou supérieures à celles infligées aux autres accusés jugés devant la Cour et qui ont comparu devant vous. Honorable juge, je vais passer à la demande du représentant légal numéro 2 et sa demande d'imposition d'une peine totale de 30 ans d'emprisonnement pour M. Yekatom. Je commence par cette peine parce qu'elle est la peine maximale. Ce chiffre représente la peine d'emprisonnement maximale fournie en vertu du statut. La justification de cette requête, comme le montre leur mémoire, semble se fonder grandement sur le point de vue des victimes. Dans leurs écritures, ce chiffre découle directement des suggestions faites par les victimes prises individuellement. Plus inquiétant encore, le deuxième représentant légal justifie ce chiffre en se référant à l'issue des affaires qui n'ont rien à voir avec celle de Yekatom, en affirmant que de précédents acquittements ou des retraits de charges dans d'autres affaires liées à la RCA ont eu pour conséquence que les victimes n'ont pas pu accéder à la justice et n'ont pas pu voir leur statut de victime être reconnu devant une juridiction de droit. Je l'ai dit hier et je le redis aujourd'hui, les victimes n'ont pas obtenu justice pour les crimes commis en RCA pendant des décennies en raison de l'histoire et du cycle de violence de ce pays. Ce raisonnement du deuxième représentant légal tente de manière inéquitable de gonfler la frustration des victimes dans des affaires totalement distinctes, des affaires
dans lesquels M. Yekatom n'a aucune implication. On ne saurait trop insister sur le fait que la peine de 30 ans d'emprisonnement proposée reflète la peine imposée dans l'affaire Ntaganda. Or, vous le savez, honorable juge, la peine doit rester individualisée. Elle doit être fondée sur les faits et circonstances de l'espèce, spécifiques de l'espèce, et nous faisons valoir qu'il est inapproprié, il serait inapproprié d'assimiler les actions et la culpabilité alléguée de M. Yekatom directement avec les faits de l'affaire Ntaganda sans procéder à une comparaison profonde et motivée des faits de cette affaire. Examinons les faits dans l'affaire Ntaganda pour lesquels il a été déclaré coupable. Il s'agit d'une affaire, et vous êtes mieux au fait de cette affaire que moi-même. M. Ntaganda a été déclaré coupable pour le rôle direct qu'il a joué dans la commission de nombreux crimes. Le rôle qu'il a joué à titre personnel, non par l'entremise d'autres ou des actes d'autrui. Il a personnellement abattu l'abbé Bonalonga, un prêtre catholique, enlevé par les forces de l'UPC et du FPLC. Les meurtres attribués à M. Kadanga se sont produits à une échelle choquante, avec plus de 100 victimes confirmées, d'après le jugement portant condamnation. La Chambre a conclu au meurtre d'un nombre inquantifié de personnes, a conclu que le crime a été commis sur une grande échelle et a constaté spécifiquement que les meurtres auraient été menés sur une base régulière à plusieurs reprises dans le cadre de 2 opérations, prenant pour cible les hommes, les femmes, les enfants, les personnes âgées et même les patients hospitalisés. Il s'agit d'une affaire où la Chambre a conclu que les civils ont été inlassablement pris pour cible de manière acharnée, sans espoir de retourner chez eux. Elle a conclu que les assaillants auraient mené des fouilles allant de maison en maison pour rechercher les civils aimants. C'est une affaire où des civils ont été appelés, traqués de leur cachette dans la brousse, pour être massacrés. Une affaire où les maisons ont été bombardées ou incendiées dans 8 villages différents. Il s'agit d'une affaire où M. Ntaganda aurait personnellement recruté ou a personnellement recruté, d'après les conclusions de la Chambre, les combattants de l'UPC et du FPLC, y compris les enfants soldats, et a ensuite procédé au viol, à l'agression sexuelle des personnes plus proches de lui, y compris les gardes du corps féminin. Ces actes ont été commis en pleine connaissance de cause et ont encouragé la ligne de conduite plus vaste d'agression sexuelle et d'esclavage infligée aux victimes au sein de l'UPC et du FPLC. Ce niveau de gravité, l'ampleur même des crimes et la culpabilité personnelle de Ntaganda à titre d'auteur direct ne sont en aucun cas comparables aux allégations portées contre M. Yekatom. Tout d'abord, l'éventail de crimes est beaucoup plus large dans l'affaire Ntaganda. Bien sûr, il n'existe aucune allégation portée contre M. Yekatom à raison des crimes de violence sexuelle ou sexiste. Il n'y a pas non plus d'allégation de pillage ou de destruction des biens de l'ennemi portée contre M. Yekatom. Deuxièmement, l'ampleur et le modus operandi des meurtres dans l'affaire Ntaganda qui justifie la peine d'emprisonnement de 30 ans tant pour les crimes contre l'humanité que pour les crimes de meurtre sont grandement différents. Si M. Yekatom est inculpé pour 20 chefs de meurtre, les éléments de preuve n'ont pas été présentés pour chaque meurtre allégué. Il n'est pas non plus allégué qu'il s'agissait là de victimes de meurtres qui ont été pourchassées par Yekatom, qui ont été, par la ruse, amenés à sortir de leur cachette et n'ont pas été soumis à l'enlèvement, la violence sexuelle et l'exécution.
Troisièmement, s'agissant du transfert forcé ou du déplacement, dans l'affaire Taganda, ce crime a attiré une peine de 10 et de 8 ans respectivement. Les faits ici, dans la présente espèce, sont totalement différents. Il n'y a pas de preuve que les maisons ont été brûlées ou que les biens essentiels ont été pillés, empêchant les populations de rentrer chez eux. Au contraire, Madame Bessat l'a souligné, M. Yekatom a pris des mesures concrètes pour faciliter le retour de la population musulmane dans leur foyer. De plus, et contrairement à ce qui a été insinué hier, la défense n'a pas minimisé la gravité du transfert forcé ou du déplacement dans ses écritures, en soulignant le fait que certaines victimes étaient rentrées chez elles. Il s'agit d'un crime continu. Et comme je l'ai déjà dit, il doit y avoir un seuil ou une limite lorsque nous évaluons la gravité des crimes. Une situation dans laquelle les victimes de transferts forcés ne sont pas en mesure de rentrer chez elles parce que leur maison n'existe plus est, du point de vue objectif, plus grave que des cas où des victimes ont pu rentrer dans leur village et où leur maison existait toujours. Finalement, M. Yekatom n'est pas accusé d'avoir été un auteur direct des faits. L'accusation a déjà fait machine arrière à ce sujet, au sujet des incidents à l'école Yanwara. Toutes les allégations liées au rôle de M. Yekatom portent sur son rôle en tant que co-auteur indirect ou qu'auteur indirect, le degré de participation que M. Pagès-Granier a déjà évoqué dans sa plaidoirie. J'en ai terminé de la peine de 30 ans proposée par les victimes des autres crimes. J'en arrive maintenant à la proposition du bureau du procureur d'une peine de 22 années, qui est disproportionnelle et erronée. L'argument de l'accusation se fonde sur une évaluation globale de la culpabilité anticipée de l'accusé qui est ambiguë. À certains moments, l'accusation utilise les mêmes faits sous-jacents en tant qu'élément de preuve de la gravité et en tant que facteur aggravant, en dépit de la mise en garde ou du rappel en note de bas de page numéro 10 de leur mémoire. Hier, l'accusation vous a dit que la position d'autorité détenue par M. Yekatom était un élément des crimes et donc pas une circonstance aggravante, en dépit du fait qu'ils font valoir que M. Yekatom aurait abusé de son pouvoir en tant que membre des FACA. De manière similaire, l'accusation souhaite que vous considériez l'intention discriminatoire comme un facteur aggravant, alors que la discrimination sous-jacente contre la population musulmane fait partie des éléments contextuels du crime, et ce en relation avec la politique criminelle alléguée et au plan criminel allégué, et aux éléments des modes de responsabilité allégués. Une fois de plus, contrairement à ce qui a été insinué hier, nos écritures n'avaient pas pour intention de minimiser de quelque manière que ce soit la souffrance des victimes. Le fait qu'un facteur soit pertinent aux fins de l'établissement de la gravité ne devrait pas être considéré aux fins d'identifier des facteurs aggravants. Il s'agit d'une protection procédurale. De surcroît, l'accusation fait valoir qu'une peine de 22 ans reflète les buts du régime de peine de la Cour. Cela est très peu convaincant. Ils s'efforcent et ils font grand cas d'autres affaires comme l'affaire Ongwen, une affaire que vous connaissez mieux que quiconque, mesdames et messieurs les juges. En l'affaire Ongwen, il a été conclu que la peine unique de 25 années, je cite, entre autres, reflétait de manière adéquate la forte condamnation par la communauté internationale des crimes commis par Dominique Ongwen et reconnaissait les immenses souffrances et préjudices causés aux victimes, tout en dissuadant d'autres personnes de commettre à l'avenir des crimes similaires et décourageant la récidive éventuelle de Dominique Ongwen. Fin de citation. L'accusation fait référence à cette citation dans son mémoire pour justifier les 22 années de peine d'emprisonnement requises contre M. Yekatom. Bien entendu,
La Cour connaît de crimes graves qui sont condamnés par la communauté internationale. Et c'est une évidence pour toutes les affaires dont connaît la Cour pénale internationale. Mais la question est de savoir si la peine imposée reflète de manière adéquate le comportement frappé de condamnation et reflétant les souffrances des victimes et qui permet également de servir, d'avoir un effet dissuasif efficace. En l'affaire Ongwen, cette peine de 25 années, et ce n'est que 3 années de plus que ce qui est requis par le procureur contre M. Yekatom. Et je tiens à ajouter que cette peine proposée de 22 années contre M. Yekatom ne représente que 2 années de plus que ce que le procureur avait initialement requis contre M. Ongwen. Donc, insinuer que l'affaire Yekatom justifie la même condamnation, ou une condamnation semblable à celle imposée dans l'affaire Ongwen, est, et je pèse mes mots, indéfendable. Les faits en l'affaire Ongwen portaient sur 4 attaques bien distinctes sur des camps au cours desquels des milliers de personnes déplacées en interne qui étaient déjà démunies suite à des décennies de conflits ont été prises à partie dans le nord de l'Ouganda. De telles attaques, selon la Chambre de première instance, ont débouché sur les meurtres ou les tentatives de meurtre de centaines et de centaines de civils. Nombre d'entre eux étaient des enfants, des personnes âgées, des femmes enceintes qui ont été tuées alors qu'ils tentaient de s'échapper. D'autres ont été tués alors qu'ils tentaient de se cacher dans leur propre maison. Il y a eu de nombreuses constatations factuelles qui démontrent que des civils ont été réunis dans des huttes qui ont été verrouillées puis incendiées, alors que les civils se trouvaient à l'intérieur. Des civils ont été enfermés dans leur maison et brûlés vifs. D'autres ont été tués parce qu'ils refusaient de transporter des marchandises pillées par les assaillants. Dans cette affaire, la Chambre a tiré des conclusions au sujet des enlèvements, des réductions en esclavage et de la torture systématique de centaines de civils. La majorité de ces personnes ont été forcées à travailler, à porter des combattants blessés des LRA ou des marchandises très lourdes pillées dans d'autres camps. Parfois, elles étaient liées les unes aux autres et devaient marcher pendant très longtemps et pendant des périodes très très longues de plusieurs mois, étant menacées en permanence d'être battues ou d'être tuées parce qu'elles étaient trop lentes ou parce qu'elles faisaient tomber des marchandises le long de la route, avec en conséquent des blessures identifiables et prouvées. M. Ongwen a, selon la Chambre, été personnellement impliqué dans des enlèvements spécifiques et a donné l'ordre que des victimes transportent des biens très lourds et a donné l'ordre que ces personnes ne devaient pas faire tomber les biens pillés par la LRA, alors que ces personnes transportaient les marchandises devant lui. D'autres personnes enlevées ont été forcées de se tuer les uns des autres ou d'assister à des meurtres. En ce qui concerne un certain nombre de mères qui ont été forcées d'abandonner leurs enfants le long de la route ou dans la brousse parce que les jeunes enfants, il était estimé qu'ils ralentissaient le transport des marchandises pillées. Dans l'affaire Ongwen, Monsieur le Président, vous le savez mieux que moi, c'est une affaire qui portait sur le crime d'enlèvement, d'esclavage sexuel de centaines de filles et de filles et de femmes qui ont ensuite été incorporées dans la brigade Signa pour servir en tant que domestiques. 7 de ces filles et de ces femmes, selon les conclusions de la Chambre de première instance, ont été forcées sous la contrainte et par des gardes de devenir les femmes et les servantes de M. Ongwen et d'avoir des relations sexuelles avec lui, puis de porter ses enfants pendant des mois et des années, jusqu'à son arrestation et transfèrement à la cour. Une de ces constatations porte sur une victime qui avait alors 7 ans
lorsqu'elle a été enlevée et 12 ans lorsqu'elle a été mariée de force à M. Ongwen. Les condamnations pour viol, esclavage sexuel, violence sexuelle, grossesse forcée et mariage forcé étaient toutes liées au comportement direct de M. Ongwen, ainsi que par des actes commis par d'autres personnes et qui lui étaient attribuables. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, comme dans l'affaire Taganda, il existe dans l'affaire Ongwen des caractéristiques bien distinctes et différentes des faits allégués contre M. Yekatom. Ce n'est pas une situation où M. Yekatom ou tout autre individu dont les actes sont susceptibles de lui être attribuables s'est livré à des crimes tels que le viol, la réduction en esclavage, le mariage forcé ou les grossesses forcées de jeunes filles ou femmes pendant une longue période de temps. Il ne s'agit pas là d'allégations de pillage, de destruction de propriété ou d'atteinte à la dignité personnelle. Le dossier contre M. Yekatom ne porte pas sur des meurtres avec un nombre de personnes à 3 chiffres. Il n'y avait aucunement l'intention de prendre à partie des victimes prenant la fuite. Et même si l'on prenait très au sérieux les allégations contre M. Yekatom, ce n'est pas une situation où il y a des cas de torture ou de traitement cruel infligés à des centaines de victimes sur une très longue période de temps. Il est important de souligner qu'en l'affaire Ongwen, la sentence individuelle maximale s'élevait à 20 années et la peine unique a été réajustée à 25 années pour tenir compte de l'ampleur et de la gravité des condamnations individuelles. A contrario, l'affaire devant vous se base sur 3 bases factuelles. Chacune d'entre elles est limitée dans le temps, dans l'espace et dans le nombre de victimes touchées. J'en arrive maintenant, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, à la dernière demande que vous avez entendue hier, celle de 20 années de réclusion par les représentants des anciens enfants soldats. Il reconnaît que toute peine imposée à M. Yekatom doit, en principe, être alignée à des peines infligées à d'autres personnes par la même cour. Toutefois, il n'adhère pas lui-même à ce principe lorsqu'il requiert une peine de 20 années de réclusion. La peine proposée est égale à la peine infligée à Dominique Ongwen pour 2 chefs de conscription d'enfants soldats et est supérieure à toute peine infligée en vertu de l'article 8 de e Romains 7 dans d'autres affaires devant la Cour. Par exemple, en l'affaire Taganda, une peine de 18 années a été imposée. En l'affaire Loganda, une peine unique de 14 années a été infligée pour les 3 chefs de conscription, d'enrôlement et d'utilisation d'enfants soldats. Il est important de souligner que dans ces 3 affaires, il s'agissait de campagnes violentes et de recrutement de masse d'enfants soldats qui ont ensuite été soumis à des violences et à des traitements cruels systématiques. Ces circonstances sont matériellement distinctes des faits allégués contre M. Yekatom et doivent être rigoureusement examinées lorsque vous serez amené à déterminer la peine en la présente affaire. En l'affaire Lubanga, vous vous rappellerez sans doute du nombre impressionnant d'enfants soldats dans cette affaire. Il y avait littéralement des milliers d'enfants qui avaient été enlevés par l'UPC et les forces du FPLC, puis utilisés activement lors des hostilités, ce de manière systématique. Donc il est important d'examiner la distinction factuelle entre cette affaire et l'affaire Lubanga. Monsieur Lubanga a été condamné pour son implication personnelle et directe dans le recrutement des enfants, y compris pour ses discours publics délivrés devant la population locale qui encourageait les enfants à rejoindre les forces armées. Monsieur Taganda, condamné à 18 années de prison dans une affaire où il a
orchestré une campagne visant à la conscription d'enfants soldats. Des familles ont été ciblées et menacées afin qu'elles remettent leurs enfants. Et M. Taganda aurait appelé personnellement des parents pour qu'ils livrent à l'armée leurs enfants, et ensuite il a sélectionné un certain nombre de ces enfants pour faire partie de sa garde rapprochée. Une affaire où les enfants soldats ont été activement utilisés lors d'hostilités, y compris lors de véritables combats qui, selon le jugement, les crimes se sont tenus selon l'arrêt rendu sur une période de 17 mois en Ituri. En l'affaire Ongwen, une peine de 20 années a été imposée dans une affaire où des colonnes d'enfants âgés de moins de 15 ans ont été enlevés puis intégrés à la brigade Signa. M. Ongwen a été condamné pour son rôle direct et personnel dans l'enlèvement et la répartition des garçons et des filles au sein de ses propres unités. Ce recrutement était un plan, faisait partie du mode opératoire de la LRA, avec l'enlèvement systématique d'enfants dans des conditions impitoyables qui les obligeaient à obéir, et ce pendant une période de 3 ans. Donc, il faut souligner que les faits retenus contre M. Yekatom, même si nous acceptons les affirmations que l'équipe des représentants des victimes, selon laquelle les éléments de preuve n'ont pas été fabriqués de toutes pièces, eh bien, ne se rapprochent aucunement de la gravité d'autres affaires sur laquelle s'est prononcée la Cour auparavant, même sur une base purement statistique. Hier, l'accusation et les représentants des victimes, l'équipe 1, nous ont dit que le faible nombre d'enfants soldats n'avait aucune importance et que le motif de ce recrutement allégué n'avait également aucune importance en relation avec la gravité des crimes allégués. Sauf votre respect, cela revêt une grande importance aux fins de l'établissement de la peine. Il existe une différence très claire. Si les enfants sont enlevés dans le cadre d'une campagne systématique visant à les utiliser au sein d'un groupe armé, par rapport à une situation où les enfants auraient été postés à des barrages routiers ou ajoutés à une liste à des fins frauduleuses. Donc, pour ce qui est de l'argument selon lequel le jeune âge des victimes constitue un facteur aggravant, nous faisons valoir, comme cela a été conclu en l'affaire Lubanga, que l'âge des victimes est déjà pris en considération dans le cadre des éléments du crime au titre de l'article 8.2e Romain 7. Considérer ce facteur comme un facteur aggravant, eh bien, reviendrait à faire un double compte, ce qui n'est pas autorisé. Même si les juges considèrent qu'il s'agit d'un facteur aggravant, sauf votre respect, nous soumettons que cela n'a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable. Il existe des éléments clairs dans cette affaire, une abondance d'éléments de clairs qui compromettent et sapent la crédibilité de l'âge des victimes alébées, ce qui diminue l'importance de cet argument dans le cadre des procédures et des décisions que vous aurez à prendre. En guise de conclusion, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, la Chambre sera vigilante au fait que la défense n'a pas proposé de peine à ce stade. Pour vous assister, nous tenons à mettre en exergue un certain nombre de considérations factuelles et juridiques à prendre en compte en cas de condamnation. Seule la Chambre, à nos yeux, sera en mesure de déterminer la fourchette de la peine. Une fois que des constatations factuelles auront été établies sur la culpabilité alléguée de M. Yekatom, et cela est particulièrement le cas au regard du chevauchement dans la thèse de l'accusation au sujet du plan criminel et de la politique criminelle alléguée, de la portée des actes attribuables à M. Yekatom et de l'intention générale que l'on lui attribue. L'accusation vous a dit à maintes reprises hier que toute condamnation contre M. Yekatom signifierait que la Chambre aurait conclu à
de nombreux éléments de preuve sur sa participation substantielle à la commission des crimes ainsi que sur son haut degré d'intention et de connaissance. Cela présuppose que la Chambre conclue à son fort degré de participation qui sous-tendrait toute condamnation, même s'il était déclaré coupable de chaque chef. Cela ne tient pas compte des divers scénarios dans lesquels la culpabilité, où l'on pourrait conclure à la culpabilité en termes d'allégations factuelles et de culpabilité individuelle alléguée. Et cela ne nie en aucun cas les éléments de preuve favorables au sujet de M. Yekatom. Mais si l'on en revient au baromètre des peines imposées par cette Cour, il existe des affaires où le degré de préjudice était beaucoup plus important et à plus long terme, et où les peines ont été inférieures à celles requises aussi bien par le procureur que par les représentations des victimes. Par exemple, dans les affaires Al-Mahdi et Al-Hassan, les peines respectives étaient de 9 et 10 années. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais fondamentalement, il y avait dans cette affaire une discrimination contre toute la population de Tombouctou, l'imposition de restrictions qui portaient sur tous les aspects de la vie de la population et qui ont débouché sur la destruction de mausolées qui ont eu un impact régional et international, car il s'agissait de patrimoine de l'humanité. L'accusation l'a souligné hier. Dans cette affaire, il souhaite vous faire conclure que les crimes, avec cette multiplicité de victimes, et que des milliers et des milliers de personnes ont été impactées. Mais l'évaluation, pour ce qui est du nombre des victimes, aux fins de la détermination de la peine, doit se limiter aux crimes retenus contre M. Yekatom, qu'il a commis ou qui ont été commis par le biais d'actes d'autres personnes, mais qui lui sont attribuables. Cela exclut, par exemple, les crimes généraux qui auraient été commis par la nébuleuse des Antibalaka. Dans l'affaire Katanga, la Chambre a infligé une peine de prison de 12 années pour l'attaque contre Bogoro, avec le meurtre d'au moins 30 civils au cours de l'attaque et qui a été suivi par la persécution ciblée de villageois, le pillage et la destruction de leurs propriétés à la suite de l'attaque. Il convient de noter ici, c'est très important pour nous, la considération de la Chambre des efforts de M. Katanga pour restaurer la paix en RDC, y compris son soutien personnel et actif au processus de désarmement et de démobilisation des enfants soldats qui a été mis en œuvre en Ituri. Vous avez déjà entendu ma consoeur, Maître Bessa, qui vous a donné des exemples, des efforts considérables et cohérents de M. Yekatom qui visent à restaurer la paix dans la Lobaye et dans la République centrafricaine en général, pendant et après les événements visés par les charges. Des événements qui font écho à ceux que l'on trouve dans l'affaire Katanga et qui plaident en faveur de l'imposition d'une peine moins sévère. Aujourd'hui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, nous vous prions d'évaluer individuellement les faits de l'espèce et de manière proportionnelle, sans vous laisser influer par des précédents qui n'ont aucune ressemblance avec l'affaire dont vous êtes saisi. Une peine juste et mesurée doit refléter les événements de preuve et les circonstances spécifiques dans l'affaire contre M. Yekatom. Et une peine ne doit pas être imposée par des frustrations ou par des évaluations trop vagues qui n'ont aucune relation avec les faits de l'espèce. J'en conclus pour la présentation des moyens de l'équipe de M. Yekatom. Le juge président, très bien, nous allons observer une pause déjeuner anticipée et raccourcie jusqu'à 13 h.